quand on a des problèmes d'oreille. C'est parti, Dominique. Très bien, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce direct live au cours duquel vous pourrez interagir avec nous, avec l'ensemble de la table ronde via le chat, éventuellement les questions, le plus souvent on utilise le chat. Nous relayerons vos questions, vos réactions. Avec nous donc Bénédicte Crété d'Ambricourt, Groupama, Jérôme Nanty de Carrefour et Yann-Étienne Le Gall du groupe Rocher. Nous sommes ravis de vous accueillir, nous vous remercions. Nous avons vécu la crise, la surprise, la violence parfois. Nous avons vécu cette réaction à la crise et nous vivons la sortie de crise, la construction d'un demain dont nous sommes en train de définir les contours. Vis-à-vis de la question de l'entreprise à mission, vis-à-vis de la question de la raison d'être, vis-à-vis de tout ce qui est derrière, y compris la loi RSE, les certifications Bicorp et autres, il est clair que chacune de vos 3 entreprises a pris des positions, que pendant la crise, ces positions se sont confirmées, probablement infirmées, légèrement modifiées. Vous allez nous l'expliquer. Et surtout, vous avez des intentions très claires pour le futur. Très clair aussi que vos postures ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est ce qui fera la richesse de cette table ronde, au cours de laquelle nous travaillerons aussi, si possible, à vous permettre d'interagir ensemble. Nous allons tout de suite démarrer avec Bénédicte Crété d'Ambricourt, Groupama. Alors, Groupama, vous venez du monde agricole. Vous êtes aujourd'hui 35, peut-être plus aujourd'hui, d'ailleurs près de 37 000, 40 000. Donc, une très belle société. Vous avez un conseil d'orientation, un comité de direction, un comité exécutif et un comité d'éthique. Le tout dans un système mutualiste. Vos engagements RSE sont anciens, profonds, société, personnes, environnement, en majeur. Vous avez adhéré au pacte mondial, vous avez une charte éthique, vous avez des accords groupes et vous faites plein de choses. Et puis alors arrive la loi pacte. Voilà. Alors, que se passe-t-il chez Groupama? Comment vous réagissez vis-à-vis de cette opportunité, en sachant que bien sûr vous avez défini votre raison d'être, on y reviendra. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette présence et de cette possibilité d'interagir avec vous. Alors, effectivement, vous l'avez dit, Dominique, en quelques mots, Groupama, nous sommes 32 000 collaborateurs, nous sommes impliqués dans 9 pays et nous avons aussi une richesse extrêmement forte dans un groupe mutualiste. C'est nos 34 500 élus qui sont vraiment des élus terrain et de proximité. Donc ça, je le mentionne spécialement parce que c'est ce qui va aussi peut-être expliquer nos racines et les motivations sur notre raison d'être. Alors, vous évoquez la loi Pacte. Chez Groupama, nous avons défini cette raison d'être. Il y a quelques... Son. Vous m'entendez pas? Ah, ça revient. Ah. Ça revient. Alors, nous nous sommes engagés de façon volontaire dans la formalisation de notre raison d'être. Il y a maintenant, nous avons commencé ces travaux fin 2016. Donc, vous voyez, de façon très en amont de cette loi Pacte. Et lorsque nous sommes engagés dans ces travaux avec nos élus et avec nos sociétaires, c'est vraiment pour avoir un effet de résonance au regard d'un projet extrêmement structurant pour notre organisation, qui était la remutualisation de notre holding. Nous sommes passés d'une SA, configuration que nous avions pendant une dizaine d'années, à une caisse nationale d'assurance mutuelle. Et l'accompagnement, la réflexion, la démarche stratégique qui a été conduite à ce moment-là a vraiment pour but de inscrire, incarner ce que représentait cette remutualisation. Et donc notre raison d'être qui a été ainsi formulée, nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Et donc, c'est vrai que la loi Pacte, on l'a vu arriver à la suite, mais ce travail de formalisation de raison d'être, nous avons considéré qu'il était inscrit dans notre ADN. Et c'est vrai que nous ne sommes pas allés à ce stade jusqu'au statut d'entreprise à mission. Alors peut-être déjà, qu'attendez-vous de cette raison d'être? Vous avez parlé de la remutualisation. Mais c'est un autre projet. On pouvait remutualiser sans obligatoirement redéfinir une raison d'être. Et puis, on peut définir une raison d'être sans remutualiser. Donc, qu'attendez-vous du fait d'aller chercher cette raison d'être
Voilà, vous en attendez quoi finalement? Et vous allez faire quoi avec? Alors, ce que l'on en attend, c'était d'avoir quelque chose qui soit aligné, qui soit incarné et qui nous focalise, qui nous donne une trajectoire effectivement dans nos actions, dans nos orientations au niveau du groupe. Donc ça, c'est un élément extrêmement important avec cette double cette particularité qui est à la fois collaborateur, à la fois sociétaire. Donc l'idée, c'était d'embarquer tout le monde dans la même trajectoire. Et effectivement, à ce moment important pour notre organisation, de donner du sens, de donner quelque part notre étoile, notre ambition, les perspectives dans lesquelles on allait inscrire et incarner nos actions était important. Important aussi sur le marché, je dirais, il y avait une volonté forte de réaffirmer notre volonté d'être assureur mutualiste. En étant SA, on était un petit peu à cheval et ça s'incarne d'ailleurs à travers Thierry Martel, notre directeur général, qui aujourd'hui est président de l'Association des assureurs mutualistes. Alors, vous décrivez au plus grand nombre, construire leur vie et confiance. Pour moi, il y a 3 mots-clés. Est-ce que ça veut dire que vous ouvrez la mutuelle à plus de gens? Est-ce que vous leur permettez de construire des choses qu'ils ne construisaient pas avant la raison d'être? Et est-ce que vous créez une confiance différente? Ce sera ma dernière question sur le sujet. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu un effet 0 ou 1. Le travail, la formalisation de cette raison d'être est bien l'aboutissement de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Il n'y a pas eu un effet révolution et d'un seul coup se dire on crée notre raison d'être et donc désormais nous allons accompagner nos sociétaires, nos clients dans cette trajectoire-là. Vous l'avez dit, il y a au plus grand nombre. Donc c'est effectivement l'idée de pouvoir s'adresser à cette cible plus large et surtout de construire la vie en confiance. Construire la vie, c'est bien lié à, j'allais dire, la résonance d'une entreprise mutualiste, c'est-à-dire plus le long terme, une certaine pérennité. Et ça a un écho effectivement avec à la fois notre gouvernance, mais aussi le fonctionnement financier, notre ancrage territorial. Et la démarche de construire sa vie, c'est bien de s'inscrire à chaque étape de vie, à chaque moment de vie de nos sociétaires et nos clients, ce qui donne aussi le fait d'être tiers de confiance, d'être dans l'accompagnement et pas simplement, comme on peut le voir souvent, où l'assureur est là au moment du sinistre et du relevé de prime. C'est toujours un petit peu réducteur, je l'avoue. Merci beaucoup. Charles-Henri, je te passe la parole avec Jérôme Nanty. Merci, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir 3 belles entreprises. Nous allons donc aborder avec Jérôme Nanty, qui est le DGRH du groupe Carrefour, le 2e étage de la fusée. Avec Bénédicte, nous avons parlé du premier, qui est la raison d'être déclarée. Ensuite, c'est la raison d'être inscrite dans les statuts. On va une étape un peu plus loin. Et, comme vous l'avez dit, Bénédicte, c'est le choix d'aller plus ou moins vers l'entreprise à mission, qui sera le témoignage de notre 3e interlocuteur, 3e témoin. Alors, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quand même la taille du groupe Carrefour, le périmètre, on va dire, avant de parler de la raison qui vous a amené à inscrire cette raison d'être dans vos statuts, hein, et qui correspondent, comme nous l'avions vu ensemble, à une démarche, quelque part, il y a un lien avec la stratégie. Je vous écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci Charles-Henri. Donc Carrefour, je pense que chacun connaît la marque de Carrefour, qui est un groupe de distribution alimentaire. C'est 330 000 personnes dans le monde, dans 9 pays, dont 105 000 en France, sur les différents formats de magasins qui vont de l'hypermarché au commerce de proximité. Alors, pour répondre à la question de Charles-Henri, la démarche qui a été celle de Carrefour est très similaire à celle que vient de décrire Bénédicte s'agissant de Groupama. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une réflexion stratégique qui est conduite à la fin de l'année 2017, qui associe un certain nombre de parties prenantes internes, qui fait suite à la mise en place d'une nouvelle équipe de direction et avec un objectif qui est d'identifier ce que seront les leviers de transformation de Carrefour qui vont permettre de réinventer un modèle qui, par ailleurs, a été profondément challengé par l'émergence de nouveaux concurrents et par la transformation des habitudes de consommation.
Et le plan que nous avons présenté en janvier 2018, il reposait sur 2 piliers. Un sur lequel je ne m'étendrai pas, qui est la transformation digitale, et l'autre, qui était une signature, qui est exactement celle que nous avons reprise ensuite dans nos statuts, c'est devenir le leader de la transition alimentaire pour tous. Ça partait de l'idée que finalement la raison d'être, même si le terme juridique n'existait pas à l'époque de Carrefour à sa création, c'était de mettre la consommation à la portée de tous. C'est-à-dire c'était vraiment la démocratisation de la consommation de masse qui s'incarnait dans l'hypermarché. Qu'aujourd'hui, si le second souffle de Carrefour, il va passer par, c'est plus la démocratisation de la consommation, c'est la démocratisation de la qualité. Alors évidemment, la crise sanitaire va probablement renforcer encore cette exigence de qualité, parce que le sous-jacent de la qualité alimentaire, c'est évidemment une préoccupation sanitaire. Et donc, en janvier 2018, donc effectivement très en amont de cette loi Pacte, on adopte cette ambition stratégique qui va ensuite s'incarner à l'automne de 2018 dans une campagne de communication médias, magasins qui s'appelle toujours d'ailleurs Act for Food. Arrive la loi Pacte, et donc j'allais dire très naturellement, on a franchi ce pas supplémentaire qui consistait à dire, ce qui était jusque-là une ambition stratégique, ce qui était une signature, on va le graver dans le marbre de nos statuts. Et je pense que l'intérêt pour nous de le faire, d'abord, il y a un vrai intérêt, j'allais dire vis-à-vis des. On est un groupe. Alors, on est un groupe coté. On est un groupe coté au CAC 40, donc on est dans un système de relations étroit avec les investisseurs, avec nos actionnaires. L'exigence qu'ils formulent à l'égard de nos préoccupations RSE au sens large n'a quand même jamais été aussi forte. Donc, l'inscription dans les statuts est quelque chose qui a été extrêmement bien reçu par le marché, par les investisseurs, par les analystes. Et donc, il y avait une vertu, j'allais dire, externe financière, ni une vertu, j'allais dire, d'image de manière plus générale. La grande distribution n'est pas un monde dont l'image est a priori très bonne, même si là aussi la crise sanitaire a plutôt contribué à l'améliorer. Donc pour nous, l'inscription dans les statuts, c'était le moyen de donner de la force à ce qui au départ, exactement comme le décrivait Bénédicte, était une ambition qui s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie nouvelle, et d'une stratégie qui, elle, se voulait résolument en rupture par rapport à la pratique antérieure. Très bien, Jérôme. Est-ce qu'on peut dire quand même que cette raison d'être est très tournée vers le client, le consommateur, qui va être attractif? Qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis des 330 000 collaborateurs? Quel impact l'inscription de cette raison d'être dans les statuts a-t-elle sur les collaborateurs? Quelle est la perception qu'en ont les collaborateurs? L'impact interne, il a été extrêmement fort, et d'ailleurs au départ, quand cette raison d'être a été inscrite dans notre statut, quand on a construit cette ambition stratégique, c'est vrai que ça a été fait avec l'obsession du client. Ça n'a pas été au départ imaginé comme un levier de mobilisation interne. Et c'est au moment du lancement de cette campagne Act for Food, qui a donc précédé de quelques mois l'inscription dans les statuts, qu'on a mesuré la force que ça avait en interne. C'est-à-dire que ça a été un formidable levier de fierté, de motivation, d'engagement, et nos collaborateurs se sont totalement appropriés, parce que finalement, ça donne du sens. Et de ce point de vue-là, je pense que Carrefour est un groupe qui s'est toujours construit autour de cette notion de sens, d'engagement, de mission. Il y a toujours eu, à toutes les époques de la vie du groupe, un objectif qui dépassait les seuls objectifs opérationnels. C'est-à-dire, il y a toujours eu cette attente de la part du corps social de Carrefour de dire pourquoi je fais tout ça et quel est le sens de mon activité. Et donc, ça a été
extrêmement fort et on le mesure notamment par l'engagement, la motivation qui sont celles des salariés à s'inscrire dans toutes les démarches de formation, de progression interne autour de cette notion de transition alimentaire. Et toute dernière question, Jérôme, sur cette démarche d'inscription. Quid des investisseurs, on va dire des actionnaires? Est-ce que c'est un moyen de se protéger un petit peu, d'asseoir le long terme dans les statuts? Parce que le fait d'avoir cette raison d'être, c'est comme le disait Bénédicte, il y a un enjeu de temporel. Donc, est-ce que c'est un moyen de protection, on va dire, tout simplement? En tout cas, c'est clair que je le disais tout à l'heure, je pense que l'exigence, ça répond à une attente forte à la fois des actionnaires et des investisseurs et plus généralement de la communauté financière. Et c'est vrai que ce que change finalement l'inscription dans les statuts par rapport à la simple expression d'une priorité stratégique, ça grave dans le marbre, hein. C'est-à-dire ça inscrit dans la durée. Bon, un plan stratégique, on le voit souvent, ça peut être effacé par le plan stratégique. Absolument. La priorité, elle peut être effacée par la priorité suivante. Donc, en l'inscrivant dans le dur des statuts, on dit finalement, cette raison d'être, elle s'imposera même à la prochaine réflexion stratégique. C'est-à-dire, ça sera un invariant, ça sera un postulat de départ pour la prochaine réflexion. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fort. On a une question sur les moyens utilisés pour mesurer l'impact sur les collaborateurs. Si vous avez une réponse brève sur le sujet, indicateurs, enquêtes, etc. Oui, on a une réponse. Je vais être aussi bref que possible. On a mis en place un outil. Carrefour depuis plusieurs années se recentre autour du client. Et vous savez que l'outil de mesure de la satisfaction des clients le plus puissant, je pense qu'un certain nombre d'entre nous l'utilisons, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score. C'est quand vous sortez du magasin et qu'on vous demande de noter de 0 à 10 l'expérience que vous venez de vivre. Et on a fait la même chose pour nos salariés et on leur a et on les a interrogés justement sur la signification qu'avait pour eux cette raison d'être, qui se traduit notamment par le taux de recommandation de Carrefour en tant que magasin par nos salariés. C'est-à-dire dans quelle mesure nos salariés sont les ambassadeurs de Carrefour auprès de leur entourage. Et ça a été, et on le voit dans les chiffres, hein, parce que c'est une enquête qu'on fait tous les 3 mois, c'est une enquête flash, on le fait avec Ipsos sur la base d'un échantillon représentatif. Il y a eu un effet très marqué de cette raison d'être sur le taux de recommandation de l'entreprise par ses salariés. Merci beaucoup. Charles-Henri, peut-être j'enclenche avec Yann-Étienne et puis on alterne les questions. Donc, Yann-Étienne, le groupe Rocher, là, vous êtes en pointe pour l'entreprise à mission. Vous avez coiffé la Maïf sur le poteau. Bon, il y avait des problèmes de date d'assemblée générale extraordinaire, etc. Mais bon, qu'est-ce qui vous a fait basculer finalement? Qu'est-ce qui s'est passé au sein du groupe Rocher pour qu'on dise, bon, la raison d'être, c'est bien, mais ça suffit pas. Allons jusqu'à l'entreprise à mission avec les objectifs, le comité de suivi, etc., etc. Je crois que ça a été pour nous un peu un révélateur, cette loi Pacte, en réalité, puisque on se vit comme entreprise à mission depuis le début. Cette marque, ce groupe, puisque c'est un groupe de 10 marques aujourd'hui, mais les plus connues étant Yves Rocher, Petit Bateau et un certain nombre d'autres marques, qui ne sont pas toutes d'origine française d'ailleurs. On a une marque américaine, une marque israélienne, une marque turque, etc. Donc on est quand même tous nés à la base d'un entrepreneur qui était monsieur Yves Rocher, qui a démarré son business il y a 60 ans en Bretagne, dans son grenier, à faire ses premières formulations. Et qui était un dingue de nature, un obsédé de nature, que la nature avait sauvé véritablement. Quand il a perdu son père à 14 ans, il s'est réfugié véritablement 2 ans dans la forêt. Alors, il vivait pas dans la forêt, mais il se ressourçait dans la forêt. La forêt lui a permis de consoler sa peine et de se reconstruire.
Donc c'est un pacte fondateur extrêmement fort avec la nature qui, derrière, l'a amené à avoir toutes ces phrases sur voilà, redonner à la nature ce qu'elle nous apporte, les générations futures, et donc toutes les démarches que l'on fait pour la protection de la biodiversité. Vous savez qu'on a, cette année, on fête les 100 millions d'arbres plantés à travers la Fondation Yves Rocher. Donc en 7 ans, on a planté 100 millions d'arbres, et là, on vient de re-signer, je dirais, pour 100 millions supplémentaires sur les 10 ans qui viennent. Et probablement, on ira au-delà. Donc, c'est un engagement qui est très, très fort. Et donc, on s'est dit, lorsqu'on a vu ce travail, qu'il faut rendre grâce au gouvernement Macron d'avoir lancé ce travail, on s'est dit, pour nous, c'est une manière de régulariser notre situation. Par rapport à notre engagement de l'inscrire dans nos statuts et de devenir la première entreprise française, entreprise à mission. Ça nous paraissait naturel. On est une entreprise, alors on n'est pas aussi gros que Carrefour par exemple, mais on fait 3 milliards, on fait 18 000 personnes dans le monde, mais on est très international, on est dans beaucoup de pays. Et donc, ça nous a... je dirais, outre le côté presque naturel pour nous de cette évolution, ça nous a permis de prêcher la bonne parole, d'engager nos marques sur un agenda extrêmement ambitieux, sur les 10 ans qui viennent. On pourra en reparler derrière, on s'est aussi engagé à ce que l'ensemble de nos marques soit Bicorp. Bon, on pourra reparler de l'ensemble des engagements que l'on a, mais voilà, c'est quelque chose qui nous a paru... tout à fait logique, naturel, et je pense qu'il était quasi comme une évidence pour nous de devenir cette première entreprise à mission en France. Yann Etienne ? Oui. Vous m'entendez ? L'impact, c'est la même question qu'à Jérôme, l'impact sur les collaborateurs, le fait puisque si c'était dans l'ADN, ça n'a pas été une grande nouveauté, comment ont réagi les collaborateurs et surtout les collaborateurs étrangers ? Alors, exactement. C'est-à-dire que c'est vrai que pour le cœur du système, si je puis dire, les gens qui sont basés à Lagacilly, qui sont dans nos usines, qui ont de l'ancienneté, ça a été pour une consécration, de dire, c'est une fierté d'appartenance, très certainement. Mais ça a été plus impactant quelque part pour si je prends un exemple, on a racheté une entreprise qui s'appelle Arbonne, qui est une entreprise de social selling aux US, en Californie, il y a 2 ans maintenant. Le fait de se lancer dans cette aventure, pour des gens qui ont été gérés par des fonds de retournement, qui ont été en Chapter 11 il y a un certain nombre d'années, etc. Déjà être racheté par un groupe familial, non coté, 100% familial, c'était déjà un premier... choc positif. Mais alors derrière, dire qu'on est entreprise à mission, et on les a lancés tout de suite sur Bicorp. Ils ont été certifiés il y a quelques mois maintenant. C'est la première entité du groupe certifiée Bicorp. Donc on a accéléré le processus là, et on leur a donné du sens à ces gens-là. On leur a donné un sens qui est de faire partie d'une grande famille, une entreprise totalement, parce que évidemment notre raison d'être, c'est Reconnect People to Nature. Reconnecter les gens, les hommes et les femmes à la nature. C'est ça notre mission. Et donc, ils ont trouvé un toit à travers cette maison Rocher, et ils ont trouvé une raison de se lever le matin pour aller travailler. Donc, ça a été... on a effectivement un taux de satisfaction et d'adhésion qui est extrêmement élevé à cette mission, très clairement. Et donc, qu'est-ce que ça change concrètement ? Et puis, peut-être d'ailleurs, j'aimerais aussi poser la question à vous, Jérôme Nanty. Il y a la question des fournisseurs. Est-ce que ça change votre relation, bien entendu, à la fois aux employés et aux fournisseurs ? Alors, pardon. Oui, J'y vais ou... Oui. Alors, bon, sur les employés, vous avez répondu. J'ai répondu. Sur les fournisseurs, c'est extrêmement fort parce que, évidemment, la qualité d'un produit, c'est le résultat dépend de la qualité de la chaîne. Et donc, ça oblige, parce que finalement, on est le dernier maillon de cette chaîne. Et le produit qui est en rayon dans un magasin,
sa qualité, elle dépend évidemment pas que de nous, elle dépend du fabricant, elle dépend du producteur. Et donc, on doit mettre en place, enfin, on met en place ce qu'on appelle des filières qualité, c'est-à-dire des dispositifs qui nous permettent de maîtriser la qualité du produit tout au long de la chaîne. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est des partenariats qui sont beaucoup plus forts qu'une simple relation commerciale traditionnelle entre un industriel agroalimentaire et un acheteur de la grande distribution. Et le deuxième élément fort, c'est que le levier de le sous-jacent de cette raison d'être, c'est la marque propre de Carrefour. C'est-à-dire que on a affiché un objectif de 33% de notre chiffre d'affaires sous marque propre. Et cette marque propre, on veut en faire vraiment l'incarnation de l'ambition en matière de qualité alimentaire. Et donc, quand on fait de la marque propre, on est un industriel. C'est-à-dire que on traite nous-mêmes avec les producteurs et on remonte en amont de la chaîne. Donc, l'impact, il est très fort sur la relation avec les fournisseurs. C'est-à-dire qu'on sort vraiment de la seule relation commerciale qui consiste à essayer d'acheter le moins cher En même temps, il doit y avoir des dilemmes pas si simples. Parce qu'il y a une tendance qui est achetons pas trop cher, on est un peu en difficulté, puis ça ne va pas s'arranger dans les semaines qui viennent. Et en même temps, on pourrait dire consommons local, achetons des produits français, environnement, pas de transport, etc. Donc on voit bien le dilemme. Pas simple pour vous, non? Vous mettez le doigt sur la principale complexité du sujet. Parce que finalement, quand on dit mettre la qualité alimentaire à la portée de tous, ça veut dire en abaisser le prix. Parce que finalement, aujourd'hui, la barrière à l'entrée pour ne manger que bio, c'est une barrière financière. Donc c'est pour ça que pour abaisser le prix de la qualité, il faut remonter très en amont dans la chaîne. Et d'ailleurs, la crise sanitaire a illustré cette contradiction parce que finalement, elle a fait passer au second plan la préoccupation dans l'urgence de la crise, elle a fait passer au second plan la préoccupation qualitative par rapport à la préoccupation basiquement quantitative. C'est-à-dire qu'on a assisté à des achats de précaution sur des produits de grande consommation très traditionnels avec une recherche extrêmement forte de prix bas. Donc, on a un peu reculé, en tout cas dans le début de cette période. Et ce qu'il a bien illustré, vous l'avez probablement vu, il y a eu toute une polémique sur le fait qu'on aurait profité de la crise pour augmenter le prix des fruits et légumes. La réalité, c'est non. C'est que simplement, on a été conduit à la fois parce que les pouvoirs publics l'ont demandé, mais parce qu'aussi on n'avait pas le choix, compte tenu des limitations aux transports internationaux, à s'approvisionner localement. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de fruits et légumes d'origine française, voire d'origine de proximité avec les magasins que dans la période du confinement et encore aujourd'hui. Sauf que du coup, ça a un prix parce que c'est plus cher pour nous. Et paradoxalement, on avait des taux de marge qui étaient plus faibles que sur des produits importés que vous trouviez en rayon avant le confinement. Et on nous a reproché d'avoir profité de la crise pour relever des prix, alors que simplement, on a répercuté le fait que la qualité, elle a un coût. La proximité, elle a un coût. Et le consommer local, il a un coût. Et vous allez poursuivre. Bon. Vous allez arrêter ça. Bon. Oui, mais on va poursuivre. Mais vous voyez bien que si on veut que... on doit gérer cette contradiction tous les jours. C'est que si on veut que les clients viennent dans nos magasins, la dimension prix, compétitivité-prix, est absolument majeure. Donc, on ne peut pas se passer d'avoir non seulement des produits de qualité, mais aussi des produits compétitifs, dont les prix sont compétitifs. Bon. Et pour vous, Yann Etienne, peut-être, on ne vous a pas laissé répondre. Merci beaucoup. Enfin, pour nous, pour nos salariés, parce que la question était d'abord sur les salariés, c'est une confirmation et un élément d'accélération. C'est-à-dire que, effectivement, beaucoup des actions qu'on a confirmées dans le cadre de la feuille de route entreprise à mission étaient déjà... Les salariés ont été associés depuis le début, en fait, à ce projet. Lorsqu'on s'est dit on va s'engager dans le cadre de la loi Pacte, etc., la première chose qu'on a faite, on a mis en place un groupe de travail de jeunes. On a volontairement fait le choix de prendre des millennials, à la fois aux US et en Europe. On les a fait travailler ensemble pendant 6 mois pour pondre une feuille de route RSE en leur donnant
toute liberté. Il y avait un facilitateur. On les a dit, allez, rêvez de l'entreprise dans laquelle vous avez envie de vous inscrire dans les 10 ans qui viennent. Donc, ils ont travaillé cette feuille de route en chambre et ils nous l'ont livré dans le cadre d'un SMM, ce qu'on appelle chez nous le SMM, c'est-à-dire la réunion annuelle des 150 premiers managers du groupe. Ils nous ont montré ce qu'ils avaient envie de faire. Ils avaient fait un film magnifique, etc. Et on s'est dit, finalement, on retrouve exactement ce que nous, en tant qu'équipe de direction, management du groupe, on a travaillé ensemble et on a écrit cette feuille de route à 10 ans. Donc, nos salariés on a beaucoup communiqué là-dessus en interne et on a des actions qui sont très fortes. On va former l'ensemble de nos salariés aux fondamentaux de la RSE, à la biodiversité, dans le cadre de ce qu'on appelle la Nature Academy. Et ça a vocation derrière, pour répondre à une partie de votre deuxième question, à intégrer aussi les autres parties prenantes, y compris nos fournisseurs, y compris évidemment, puisqu'on a aussi un certain nombre d'indirects à travers la vente directe, qui sont des vendeuses indépendantes, nos franchisés dans le monde du retail. Donc on va les intégrer aussi à cette Nature Academy pour que tout le monde, il y aura des degrés et des niveaux différents, mais ait cette connaissance assez complète quand même de ce qu'on attend chez nous dans le discours et les actes vis-à-vis de la nature. On fait un observatoire également qui va être un observatoire mondial qui va produire un taux de reconnexion des gens à la nature. On va faire dans 19 pays, on a démarré sur la France, qui va permettre à Brice Rocher de pouvoir préempter ce territoire et démarrer véritablement un mouvement mondial sur la reconnexion à la nature. Donc on a énormément d'actions dans tous les sens et dans toutes ces actions, les salariés sont partie prenante. Tout comme ils sont partie prenante à nos chantiers de plantation d'arbres partout dans le monde, dans nos filières. Donc on ne conçoit pas, de toute façon, dans ce groupe, de faire quelque chose qui soit uniquement top-down ou qui ne fasse pas participer effectivement les salariés. On a un programme global RSE qui s'appelle We Are Change et qui prend encore plus d'ampleur à travers ce travail sur l'entreprise à mission. Yann Etienne, juste une très courte réponse à la question qui apparaît, c'est quelle est la différence entre B Corp et entreprise à mission? Ouais. Très court. Alors, l'entreprise à mission, effectivement, au sens français, c'est issu de la loi Pacte, effectivement, dont on vient de parler, qui a différents niveaux, écrire sa raison d'être, la mettre dans les statuts, puis devenir entreprise à mission avec un comité de mission qui suit ça, qui est opposable de facto si le chef d'entreprise était amené à sortir du chemin sur lequel il s'est engagé, etc. Bon, donc ça va assez loin. B Corp, c'est une norme, comme la norme ISO, si vous voulez, dans d'autres domaines ou autre type de norme. C'est une norme qui est une norme à la base américaine, qui a été lancée par un groupe de travail, puis un laboratoire qui s'appelle B-Lab, qui certifie, ça a démarré aux US, mais maintenant c'est mondial, il y a B-Lab Europe, il y a B-Lab France, les entreprises qui en fait s'appliquent les plus hauts niveaux, les plus hauts degrés, je dirais, de politique RSE, pour faire tout. Très bien, très bien. Donc, très bien. On a alors pour revenir au sujet de notre Direct Live, c'est quand même la question de la crise. Et on l'a appelé, ce Direct Live, c'est appelé le crash test ou le stress test. Alors Bénédicte, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du groupe AMA, les parties prenantes, quelles sont les actions, vous voyez ce que je veux dire? En quoi le fait d'avoir formulé cette raison d'être, comment elle vient se percuter avec cette crise? Voilà. Bien, se percuter ou se révéler avec cette crise, effectivement. Sur 3 actions, ça a été dit, et je vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que dans la formalisation de la raison d'être, je le disais tout à l'heure, et Jérôme et Anne l'ont dit, il y a une côté évidence. Après, c'est une fois qu'on l'a dit, c'est toujours mieux en le lisant, c'est toujours mieux en l'écrivant, et donc comment ça se concrétise. 3 aspects peut-être, mais on va peut-être les découper vis-à-vis des sociétaires, vis-à-vis qui sont nos clients, vis-à-vis effectivement aussi des pouvoirs publics, ou je dirais du rôle sociétal plus exactement. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Dominique, les enjeux RSE et en tout cas les valeurs RSE de Groupama. Et puis, bien évidemment, et on y reviendra vis-à-vis de nos collaborateurs.
cette raison d'être, vous l'avez vu, construire la vie en confiance, c'est vraiment du quotidien, c'est du concret, c'est au jour le jour. Et je pense que la crise l'a démontré avec des parties prenantes assez diverses. À titre d'illustration, et je pense que c'est pas Jérôme qui me démentira, on a bien vu que l'alimentation était au cœur des préoccupations. Groupama vient du monde agricole, vous l'avez indiqué. On est premier assureur du monde agricole et donc bien évidemment, bien naturellement là aussi, nous nous sommes tournés en soutien vis-à-vis de ces acteurs. À travers des sujets très concrets, c'est-à-dire à la fois donner les moyens et amplifier la résonance de démarches qui avaient été initiées, telles que des bras pour ton assiette, pour aider les agriculteurs. Donc là, c'était donner, entre guillemets, une caisse de résonance à travers nos réseaux collaborateurs et sociétaires et élus, mais aussi, et ça vient d'être évoqué, le développement, le renforcement de tout ce qui est circuit court pour favoriser la vente directe. Donc, vous voyez, de façon très opérationnelle. Et lorsqu'on dit ça, on n'est pas forcément, on pense pas à assurance immédiatement dans ces actions. Mais là aussi, la mise en connexion, la mise en relation, il y a vraiment dans cette raison d'être une volonté d'être au quotidien dans l'accompagnement pour ce qui fait la vie au jour le jour. Vis-à-vis forcément des enjeux plus sociétaux, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Alors, je ne rentrerai pas dans la polémique dont ont pu pâtir bien évidemment nos collaborateurs. Et ça, c'est un élément qui a été mentionné. La raison d'être, ça permet aussi d'avoir la fierté et de se dire à quoi on sert, malgré les polémiques, malgré les débats médiatiques sur le rôle des assureurs. Je pense qu'il y a un vrai rôle et la crise l'a révélé. Donc voilà, sur ces aspects sociétaux, la participation, bien évidemment, l'accompagnement, on l'a dit, aux entreprises, avec une organisation mutualiste qui, grâce à un maillage territorial très fin, permet d'avoir cet accompagnement au plus près. Et ça, c'est un élément important parce que il y a eu un grand nombre d'actions. Je ne reviendrai pas sur les contributions, les masques, bien évidemment, mais par région, la prise en compte ou la prise en charge, par exemple à Mulhouse, de tous les repas des soignants, les respirateurs, enfin tous ces éléments-là qui contribuent pour que chaque collaborateur se dise nous servons, nous accompagnons et nous avons un rôle dans l'entreprise. Donc ça, c'est un élément très important. Et puis, je me dirais, c'est en France et à l'international. C'est pas forcément la vision qu'on a le plus de Groupama, mais c'est un point important. La raison d'être, c'est aussi continuer à maintenir nos engagements sur des causes, sur des engagements de plus long terme et de ne pas revenir aussi en raison d'une crise sur, je pense notamment à la fondation de lutte contre les maladies rares. Eh bien, c'est de dire dans ces moments-là, une maladie, une crise ne fait pas oublier des engagements de longue durée et on continue effectivement, que ce soit sur la recherche, sur l'accompagnement, sur la fondation, que ce soit effectivement sur les aspects plus sociétals sur Madagascar ou autres. Vous voyez, c'est vraiment s'inscrire dans la durée. Et moi, je pense que ça, c'est un élément qui caractérise vraiment le fonctionnement de Groupama, sûrement des mutualistes, mais en tout cas de Groupama, de se dire que ce sujet de représentants finalement de nos sociétaires dans notre gouvernance ancre véritablement ce point. Et puis peut-être je reviendrai sur les collaborateurs parce que là la plage est plus longue. Oui, juste une question évidemment qu'on ne peut pas ne pas vous poser, c'est la question de la Maïf qui a redonné 100 millions d'euros à ces... Alors je sais que qu'est-ce que ça a fait dans le monde des mutuelles? Comment vous avez perçu cette décision, vous, Groupama? Alors sur cette décision, bien évidemment, qu'il y a eu une résonance extrêmement forte. Non, ce que je dirais, c'est que je pense que c'était, il y a eu des débats de place, des débats dans le cadre de la fédération. C'est pas ce qui avait été retenu, c'est pas en tout cas le parti pris de Groupama et je pense que c'est plutôt ce qu'on fait plutôt que ce que les autres font. On ne s'est pas inscrit dans la surenchère. Vous savez, il y a un moment, ça a été fait, ça a été communiqué, ça a été très bien communiqué. Il n'y a qu'à voir, tout le monde est très bien informé de cette action. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi être aligné par rapport à nos valeurs et de se dire bon très bien, le coup a été lancé, mais généralement quand il y a un premier, le deuxième, il y a toujours et puis il y en a eu d'autres et il y en a eu d'autres. Chez Groupama, on a encaissé le coup, on va le dire effectivement, mais ce sujet a été plus de dire restons conformes
d'abord aux engagements qu'on a pu prendre, aux engagements qui ont été partagés et incarnés, portés par Thierry Martel. Et puis, regardons, nous, ce qui compte, dont on a besoin sur l'accompagnement. Et effectivement, on n'a pas voulu rentrer dans ce débat, et je ne le ferai pas là parce que je pense que le sujet des millions d'euros n'est pas dans le thème proposé ce matin. Mais effectivement, on n'est pas rentré dans une communication à coup de millions d'euros. Je vous le disais en préparant, il y a une illustration qui nous tenait à cœur il y a maintenant un peu plus d'1 an quand Notre-Dame a brûlé. Vous vous souvenez, il y a eu tout un tas d'engagements effectivement d'entreprises et tout à fait méritants. Et puis Groupama a fait le choix, en étant premier propriétaire privé en France, de donner ses chaînes, une partie de ces chaînes, 1300 chaînes, pour reconstruire la charpente de Notre-Dame. Eh bien, à travers cet exemple, c'est montré effectivement qu'il y avait un lien. Il y a eu une fierté de la part des collaborateurs. On n'est pas rentré dans un débat qui pouvait être sur un autre registre. Eh bien, sur la gestion de cette crise, en tout cas vis-à-vis des pouvoirs publics, il y a eu beaucoup de travail de pédagogie pour expliquer ce que c'était l'assurance, comment ça fonctionnait, que comme tout un tas de sujets, quand il y a un contrat, on respecte son contrat. Et là-dessus, Thierry Martel l'a dit à plusieurs reprises, nous avons respecté nos engagements et les mutualistes ont une parole et la tienne. Et je pense que Groupama s'est vraiment inscrit dans cette logique-là. Ce qui a été important, c'est de communiquer vis-à-vis des collaborateurs sur ce qui se disait, sur ce qui se passait. Et ça, c'est un élément peut-être dans l'impact et de ce qui a été vraiment intéressant et sur lequel on a mis l'accent peut-être dans cette période, c'est la communication, faire preuve de transparence pour expliquer ce qui était relayé, ce qui n'était pas forcément très clair, sur la façon dont Groupama avait participé à l'engagement national pour qu'il y ait vraiment une connaissance, une appropriation. Et on l'a vu par la suite, parce que les collaborateurs nous l'ont dit et l'ont témoigné, une fierté d'appartenance à l'entreprise et à la profession d'assurance. Un peu comme disait Jérôme par rapport à la raison d'être de... Vas-y, Dominique. T'as pas de... Dominique ? Alors que les tracteurs continuent à tourner. Donc, je pense que la situation est un petit peu différente pour vous. Au-delà de ça, moi, ça m'évoque quand même un sujet de fond, c'est que chacun d'entre nous, à son niveau, est amené à un moment donné à arbitrer entre gagner de l'argent et contribuer plus à la société, à l'environnement ou aux équipes. On n'arrête pas de faire ces arbitrages. Quand on regarde vos instances, elles sont quand même assez nombreuses. Fait fonctionner un système qui est très collaboratif finalement. Est-ce que la crise vous a amené à décider différemment dans ces domaines-là? Est-ce que la raison d'être vous permet d'aller plus vite pour faire des choix ou d'être plus précis? Comment ça se passe? Alors, oui, on a un certain nombre d'instances, mais je ne sais pas si on est... si vous me le dites, Dominique, c'est que ça a dû vous surprendre et vous étonner. On a aussi des instances où, comme je le disais tout à l'heure, notre gouvernance qui est un homme, une voix avec un système de représentation, eh bien forcément pèse dans notre organisation. C'est-à-dire que c'est vraiment ces deux entrées qui convergent. Et la raison d'être, je le disais tout à l'heure, a bien été le travail des élus et du groupe sur des directeurs généraux dans ce cadre-là. Donc, est-ce que ça nous a permis d'accélérer? En tout cas, il y a eu une vraie cohésion, en tout cas en interne. Et là aussi, avec, je pense, comme dans les structures de mes collègues, vraiment une grande réactivité et la volonté, effectivement, d'être conforme à nos valeurs, d'avoir aussi sur le terrain des relais, je parlais de nos élus, qui sont vraiment... Je dirais, quand on parle de prise de température, ça a été un rôle extrêmement important vis-à-vis de nos clients aussi, parce qu'il y avait vraiment quelqu'un sur le terrain. La suite pouvait être prise par les collaborateurs, pouvait être prise par les pouvoirs publics, mais il y avait vraiment ce contact de proximité qui a vraiment joué. Donc voilà, ça c'est un élément très très marquant dans l'organisation. Et pour vous, Jérôme Nanty, alors vous dites Carrefour ressort grandi de cette crise. Alors, on peut imaginer, là aussi, je ne veux pas être désagréable, mais vous avez quand même gagné un petit peu d'argent parce que tout le monde s'est rué dans les supermarchés. Et donc, ce n'est pas désagréable. Et d'avoir un petit peu d'argent, c'est toujours utile aussi, à plein de choses. Mais est-ce que vous, au-delà de ça, est-ce que vous sortez plutôt grandi de cette crise et plutôt prêt à aller plus loin sur vos engagements tels qu'on vient de les voir là ensemble?
Oui, alors d'abord, je vais tuer tout de suite cette légende urbaine qui voudrait qu'on ait gagné plus d'argent pendant la crise. On en a évidemment gagné moins que ce qu'on aurait gagné si il n'y avait pas eu la crise. Pour une raison simple, c'est que la structure de la consommation des ménages s'est déformée. Et en fait, elle s'est concentrée sur des produits de grande consommation et de première nécessité, qui sont des produits sur lesquels les marges sont les plus faibles. Je donne un seul exemple. On n'a pas vendu un seul chocolat à Pâques. Parce qu'évidemment, on était en plein confinement et on n'a pas vendu une seule bouteille de champagne à Pâques. Et on a fait des dons aux associations parce qu'on avait les stocks. Donc, on ne se plaint pas parce qu'évidemment, il y a des industries qui sont infiniment plus impactées que nous négativement. Mais enfin, il ne faut pas imaginer que ça a été un jackpot pour la grande distribution. Bon, après, vous dites grandi, oui, parce que je pense que l'image de la grande distribution, alors on en a beaucoup parlé, la deuxième ligne, etc. L'image de la grande distribution s'est améliorée parce que, et c'est pas vrai que pour nous, c'est vrai pour l'ensemble des distributeurs, je pense qu'on a été au rendez-vous de la continuité je vais pas parler de service public, mais du service de première nécessité qui était de pouvoir permettre, dans cette période quand même incroyable de confinement, à tout le monde de faire ses courses. Et le fait d'avoir pu, et je vous le redis, hein, c'est pas que Carrefour, je pense que c'est l'ensemble des acteurs, rester ouverts avec finalement très peu de rupture et à l'arrivée des Français qui ont pu faire leurs courses alimentaires pendant toute cette période presque normalement, ben oui, probablement l'image de la distribution en sort grandie. Et là, pour le coup, on est presque plus sur le registre de la mission que sur celui de la raison d'être. C'est-à-dire que y avait véritablement une mission pendant cette période qui était d'assurer cette continuité de la distribution alimentaire. Mais on n'a pas gagné d'argent. Jérôme, il y a juste une question là tout à l'heure sur la proximité. On nous dit que la proximité coûte plus cher que importer des produits. Comment on fait C'est une question qui se pose pas seulement, je pense, en matière alimentaire, mais la réalité. Sinon, on vendrait pas un seul produit, on vendrait pas un seul fruit et légumes autre que français. Si à un moment donné, à qualité égale, des produits importés peuvent être moins chers que des produits français. C'est-à-dire que le coût de fabrication du produit et donc le prix auquel on l'achète est plus bas que le coût du transport. Mais la crise a accéléré la demande de local, pour reprendre ce que disait... Non, elle n'a pas accéléré la demande de local, puisque, enfin, comme on ne pouvait plus s'approvisionner parce qu'il n'y a plus de transport, on était obligé de faire du local. Exactement. Et comme le local est plus cher, les prix ont monté et les gens se sont plaints. D'accord. Yann Etienne, alors cette crise, ça n'a fait que conforter le groupe Rocher dans sa démarche d'entreprise à mission. Comment ça se traduit? Quel est le crash test là pour... Oui, je pense qu'effectivement, cette idée de crash test est intéressante. Alors, juste nous, on a énormément souffert, il faut le savoir, puisque le retail, c'est 50% de notre chiffre d'affaires et jour au lendemain, le retail s'est arrêté partout dans le monde. Donc, 50% de nos encaissements, il n'y a plus. Bon, donc comment on fait? Heureusement, on a du e-commerce, de la vente par correspondance, de la vente directe qui ont pris le relais et qui ont cru pendant cette période. Mais enfin, il n'empêche que ça a été un traumatisme absolu sur nos comptes et nos finances. Bon. Donc, malgré ça, et ça, c'est un crash test, c'est vrai que l'entreprise, non seulement n'a pas mis sa raison d'être et son caractère d'entreprise à mission de côté, mais au contraire, l'a renforcé. Très vite, on s'est lancé dans... alors, l'ensemble de nos marques ont été à contribution, mais chez Petit Bateau, on s'est lancé dans la fabrication de masques en tissu.
qui sont pas mal d'ailleurs. Donc ça a été aussi un moyen de faire bosser nos gens, mais on a produit énormément de masques. On faisait plus de gel hydroalcoolique sur la marque Yves Rocher. C'est un produit qu'on avait fait il y a longtemps, on avait arrêté. Et là, on a relancé en fait des fabrications de gel hydroalcoolique. On a mis en place des lignes. Et ce qui nous a permis d'approvisionner les hôpitaux, les cliniques en Bretagne, en particulier, qui en avaient bien besoin. Donc, on a fait feu de tout bois là-dessus. On a distribué des crèmes mains dans les CHU, parce que vous savez que le gel hydroalcoolique, c'est bien, mais justement, ça abîme énormément les mains. Donc, des crèmes mains, des crèmes hydratantes, le port du masque en permanence pour les personnels soignants, c'est assez terrible aussi sur la peau. Donc, enfin, tout ce qu'on pouvait mobiliser avec nos métiers, nos métiers de cosmétique et de beauté, on l'a fait. Et de textile avec ces fameux masques, au moment où tout le monde disait, on n'arrive pas à avoir des masques chirurgicaux, les appros en Chine, ça ne fonctionne pas, c'est la cata partout. Et dans cette production, ce qui a permis quand même si c'est un peu moins protecteur qu'un FFP2 par définition, mais même qu'un masque chirurgical, de rendre de fiers et loyaux services. Donc voilà, toutes ces actions-là, on les a lancées avec beaucoup d'enthousiasme des équipes, avec un côté très bienveillant et spontané, ce qui nous a permis de renforcer très certainement, même si notre raison d'être et notre mission, elle est sur la nature, mais voilà, le pilier social, évidemment, il est aussi très présent. Et donc, on a, je pense, avec un dialogue avec nos salariés, beaucoup de communication. Je pense que oui, ça a été on n'aurait pas fait ça, je pense. On nous aurait reproché en disant, mais attendez, il y a quelques mois, on sonnait tambours et trompettes pour dire qu'on était entreprise à mission, et là, on n'a rien fait, quoi, pendant la crise, au moment où les gens en avaient le plus besoin. Donc, de ce point de vue-là, je pense, c'était très cohérent. Et en même temps, est-ce qu'on ne provoque pas finalement aussi un mouvement de what's in it for me? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir, quel peut être le bénéfice que je pourrais avoir? Et des réactions peut-être des partenaires sociaux qui disent, écoutez, entreprise à mission, c'est bien, mais qu'allez-vous faire pour les salaires, pour l'intéressement, etc. Alors, c'est une très, très, très bonne question. Je vais prendre l'exemple. Comme on a été, je le dis, très affecté financièrement, une de nos préoccupations majeures, c'était de sauver le cash, de protéger notre trésorerie. Et donc, je vous donne l'exemple très bête. On venait de signer notre NAO. J'ai été expliqué aux partenaires sociaux en France que non seulement on n'allait pas la payer, puisqu'on a repoussé à septembre, donc c'est toujours pas payé. On a repoussé à septembre le versement des augmentations collectives, individuelles, de tout type, les bonus des managers, etc. On n'a rien payé. Et nos partenaires sociaux ont compris pourquoi on le faisait. Parce que l'entreprise, elle était en danger et cette proximité, cette transparence et ce lien de confiance qu'on a avec eux, ils nous ont soutenus là-dedans. On a eu des avis favorables, etc. dans nos consultations. On n'a pas payé alors on vient de le débloquer là pour juillet, mais on avait repoussé participation, intéressement. On est allé très loin. Les cotisations URSSAF, tout. Parce que le sujet, c'était de pouvoir protéger notre cash et notre trésorerie. Et ça, dans une entreprise familiale, quand on a un patron qui s'appelle Brice Rocher qui dit mes deux priorités, c'est votre sécurité, votre santé et mon cash, ça s'entend. Ça s'entend et ça a été très très bien compris par les partenaires sociaux. Alors après, bien sûr, on est dans les négos sur le chômage partiel, sur ceci, cela. Après, mais ils ont fait leur job. Mais vraiment, sur cet élément majeur qui était de les avoir avec nous dans ces moments difficiles où on allait prendre des décisions pas simples, ils ont été super coopératifs. Et pour vous, donc Bénédicte, alors que... Non, mais effectivement,
je trouve que ce qui vient d'être dit a un écho sur la façon dont on a pu, au regard d'une situation financière à ce stade différente, même si là encore, hein, on peut se dire finalement il y a eu moins d'accidents parce qu'il y a moins de monde qui ont roulé. C'est un petit peu dans les propos que tenait Jérôme tout à l'heure. Ouais. Nous avons aussi fait le choix, nous, d'être parfaitement alignés dans la mesure où on pouvait tenir nos engagements. Vous parliez d'intéressement, de participation. On n'a pas cherché sur aucun registre à reculer, à se dire on a la possibilité d'eux. Et quand je dis ça, c'est pas du tout en opposition, mais c'est de dire on était aussi conscient de la situation de l'entreprise et donc on n'a pas eu de recours au chômage partiel. On a eu des pans d'activité entiers qui n'avaient plus d'activité. Hein. On a notre filiale d'assistance Mutuaide. Je vous décris pas la façon dont l'activité a baissé drastiquement à partir du moment où le confinement est entré en la matière, forcément sur les plateformes de gestion, mais le choix a été fait de ne pas recourir au chômage partiel. Donc nous avons maintenu l'intégralité des salaires, l'intégralité des emplois. Nous avons versé l'intéressement dans les délais. Et ça aussi, je pense que c'est un élément où il faut être aligné dans la possibilité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments factuels et qu'il n'y a pas de répercussions pour les comptes Groupama, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de dire à un moment, profiter de ces situations et de dire finalement on fait appel à l'État alors que la situation est telle que le confinement diminue le nombre d'accidents, ne nous paraissait pas du tout éthique, pour être très clair. Et c'est bien un message qui là aussi a été porté par nos directeurs généraux. Et pour Carrefour, enfin, sur le point de réaction des personnes, notamment sur les aspects financiers, réaction des dirigeants. Ah oui, non mais alors, comme ça a été évoqué, organisation syndicale. Non, on n'a pas eu de. Alors d'abord, organisation syndicale. Je l'ai dit par ailleurs. Je pense que les organisations syndicales, par nature constructive, l'ont été encore plus que d'habitude, et les organisations syndicales par nature contestataires l'ont été encore plus que d'habitude. Il y a eu vraiment deux blocs. Bon. Nous on n'a pas eu. Alors même si on n'a pas gagné d'argent, on n'a pas eu les difficultés de cash qu'évoquait Yann Etienne à l'instant. Et puis, on n'a pas eu recours au dispositif. On a eu recours à aucune aide. On n'a pas sollicité d'aide de la part de l'État. Donc, on a, enfin, on a été vraiment pendant toute cette période en mode gestion des urgences, mais finalement de manière très autonome et très cohérente. Alors, nous arrivons à la fin de notre Direct Live. J'ai une dernière question générale à tous les trois, réponse très courte. C'est toutes ces bonnes actions qui ont été lancées, comment est-ce que ça va perdurer ? Comment ça va être propagé, vous voyez ce que je veux dire, dans les différents collectifs. Voilà. Très court, hein, ça sera la question de conclusion. Bénédicte ? Oui, alors propager, j'allais dire, mais je pense que c'est un point commun pour nous trois, c'est que si ça figure dans l'ADN, ça a été révélé, ça a été renforcé, mais forcément ça va continuer. Moi je pense qu'en tout cas la perception, et peut-être d'un point de vue plus RH encore, que cette crise, elle a été accélératrice, révélatrice d'un certain nombre d'éléments. Elle nous a permis effectivement des avancées, mais je dirais pas que c'est une révolution. Par contre, ça nous a confrontés à nos limites, ça nous a confrontés à nos modes de fonctionnement, ça nous a confrontés effectivement à la cohésion d'équipe aussi. Et ça, voilà, il faut conserver, il faut apprendre, tirer les enseignements de cette période-là. Mais j'allais dire, il y aura forcément un après, mais il y a quand même beaucoup de choses d'avant qu'on va garder. Et comment on l'amplifie, comment on l'améliore, et comment on se dit aussi si ça revient. Comment on gère les choses. Voilà. Ça, c'est un élément important. Oui, je le partage complètement. Enfin, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel on est. C'est que finalement, cette crise, elle n'est pas rupturiste par rapport aux bonnes intentions qui étaient les nôtres. Elle a confirmé que finalement, cette raison d'être, elle était la bonne et qu'il fallait plutôt accélérer. Et probablement...
la préoccupation sanitaire qui subsistera dans tous les cas, hein, même si la crainte du virus disparaît, va renforcer l'exigence de qualité alimentaire. Très bien. Yann? Oui, je souscris à tout ça. Je rajouterais juste, puisqu'on est des DRH, que je pense qu'on va capitaliser, enfin, en tout cas, moi, c'est l'ambition qu'on a, que j'ai, capitaliser sur le mindset véritablement qu'on a pu voir à travers cette crise, qui a permis à l'ensemble de nos salariés, alors on n'a pas eu le temps de parler du télétravail massif, nous on a eu évidemment beaucoup de chômage partiel, etc. Mais cette résilience quand même extraordinaire, cette capacité à se focaliser sur peu de sujets, se donner des priorités et être très efficace sur peu de sujets, peu de priorités. On a vu des managers se révéler dans ces périodes de crise, d'autres un peu moins, par définition. Donc, toute cette, je dirais, ce terreau RH, finalement, qu'on a découvert ou sur lequel on a travaillé, c'était quand même un peu, on ne pouvait pas l'imaginer avant, par définition. Et on a appris beaucoup de choses. Et je pense que, en tout cas, nous, on essaie de travailler sur comment garder le meilleur de ce mindset-là. Hein. Bien sûr qu'il y a du business as usual qui revient, c'est normal, mais cette période extraordinaire, au sens effectivement étymologique du terme, comment en garder la substantifique moelle et la faire et essayer de capitaliser un maximum dessus pour de la performance. Merci Anne-Étienne. Juste un mot que vous avez signalé, le mot résilience. Il se trouve qu'un Direct Live va être organisé la semaine prochaine, dans une semaine, sur le thème de la résilience, précisément, avec des organisations qui ont démontré des capacités de résilience, comme vous tous. Dominique, dernier mot? Un immense merci à tous les trois pour votre ouverture, votre simplicité, la réponse à toutes nos questions. Un immense merci dans des agendas très chargés. C'était passionnant et on vous écouterait beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les trois. Merci. Merci.